conseil communautaire, des commissions, du bureau et du comité des maires. Et tout ça, en fait, fait le fonctionnement politique de votre communauté de communes. C'est pour ça que quelquefois, eh bien, c'est un peu long. C'est pour ça que quelquefois, eh bien, pour passer au crible, en fait, de l'ensemble du jugement, de l'ensemble des structures et des avis de chaque conseiller communautaire, eh bien, ça prend du temps. C'est le processus démocratique. Voilà. Mais quand même, on va relativement vite, puisque ce qui va vous être présenté tout à l'heure, c'est quand même 19 millions d'investissements en projet. Voilà. C'est aussi des projets qui sont financés en moyenne à 70%, donc c'est exceptionnel. Donc vous allez voir qui fait ça. Eh bien, ce sont à la fois les élus, mais aussi nos agents, qu'on aura l'occasion tout à l'heure de saluer et de féliciter. Alors, sans plus attendre, maintenant, je vais laisser la place et la parole donc à mes vice-présidents, nos vice-présidents, donc à l'administration finances et ressources humaines. J'ai nommé Jean-Louis Portal et Jean-Michel Durand. Alors, évidemment, la responsable du service, c'est notre directrice générale des services, Sophie Boucher. Bon, la différence, c'est qu'il est président, il parle sans papier. Moi, en tant que président, je prends le papier. On va attendre Jean-Michel. Bon, d'abord, bonjour à tous. Je sais que le timing est très serré, on ne nous a pas donné beaucoup de temps, on va essayer de faire le plus vite possible. Mais quand même, Jean-Michel et moi-même, nous voulons vous présenter nos vœux pour cette nouvelle année. Des vœux de santé et bien-être, que 2023 soit l'année de la réussite de tous vos projets. Je veux remercier aussi tous les agents des services de la communauté qui travaillent dans l'ombre pour que notre commission d'administration et finances, fonctionne au mieux. Je veux citer pour notre commission Sophie Boucher, bien sûr, Eva Blanc, Amandine Testu, Nathalie Di Giambattista, Marie-Françoise Hilaire, Véronique Lèvre, Laurence Descours, Nicolas Paco et Nicolas. Bon, nous allons vous faire découvrir ce que nous avons fait durant 2022 et ce que nous allons continuer à faire en 2023. La commission administration et finances est composée donc de 16 membres élus, 8 agents, un responsable de service, et elle s'occupe de la gestion de l'ensemble des ressources de la collectivité, les moyens financiers et les moyens humains. Elle gère également toute l'administration générale, c'est-à-dire le suivi des instances communautaires, bureaux et conseils communautaires. Les ressources humaines. Donc au 31 décembre 2022, la communauté de communes des Rives du Haut-Allier compte au total 90 agents. 32 titulaires, dont 2 agents en disponibilité plus un stagiaire, 6 contractuels en CDI, 19 contractuels en CDD, dont 3 pour les remplacements d'agents, un contrat d'apprentissage en alternance et 31 agents en CDDI pour le chantier d'insertion. Voilà un petit peu le processus de la communauté de communes. On a d'abord notre président Gérard Beau, la directrice générale des services Sophie Boucher, directeur adjoint Richard Simon et les 6 commissions pour l'administration finance, ressources humaines, le pôle aménagement, travaux, déchets, GEMAPI, eau, assainissement, pôle développement économique, développement durable et mobilité, pôle enfance, jeunesse, transport, pôle santé sociale et solidarité territoriale et pôle culture, sport, loisirs, tourisme et communication. Plus un service de proximité, des agents qui peuvent se déplacer pour aller sur le... Bon, au niveau des finances, on se trouve avec un budget principal
où il y a fonctionnement, tout ce qui permet au service de fonctionner, l'investissement, tout ce qui est durable, ce qui touche au patrimoine de la collectivité. Et on se trouve avec 12 budgets annexes. Donc là-dedans, on a l'auberge de Chanteuse, la zone industrielle Mazira d'Allier-Saint-Georges, la Marpal, la Bouchiac, etc. Je ne vais pas tous vous les énumérer. Alors, concernant le budget de fonctionnement 2022, on avait un budget qui est en fonctionnement qui s'équilibre à 14 millions d'euros. Les trois principaux postes sont pour 25% les charges de gestion courante, 24% les charges à caractère général et 19% les charges de personnel. En ce qui concerne les trois plus gros postes de recettes de fonctionnement, c'est les impôts et taxes pour 52%, les dotations d'État et partenaires pour 22% et les résultats antérieurs pour 15%, qui étaient de 2 211 000 euros. En ce qui concerne notre épargne brute, vous en avez un aperçu là depuis 2017. L'épargne nette représente la part qu'il reste à la communauté de communes quand nous avons déduit les dépenses de fonctionnement aux recettes de fonctionnement, puis procédé au paiement du capital d'emprunt. Le montant restant ou épargne nette, c'est la dernière ligne du tableau, permet à la collectivité d'investir. Vous voyez que ce montant augmente depuis chaque année depuis 2017. Il était à 300 000 euros, il est à un peu plus d'1 million d'euros en 2021. Donc maintenant, voici le prévisionnel des investissements de 2022. Donc pour le budget d'investissement, c'est équilibré à 14 millions d'euros. Le poste principal concerne les travaux pour 11 532 000 euros, sur 82% des dépenses. Il y a ensuite les achats de terrain et de matériel pour 1 152 000 euros, qui représentent 8% des dépenses. Et on peut noter également le remboursement du capital d'emprunt pour 308 000 euros. En ce qui concerne les recettes, donc les subventions représentent 5 millions d'euros, soit 36% des recettes liées à l'investissement. Viennent ensuite les dotations de l'État pour 3 500 000 euros, qui représentent 25%, et les emprunts pour 3 150 000 euros, qui représentent 23%. Et enfin l'autofinancement avec des fonds propres pour 1 880 000 euros, soit 18% des recettes globales. Enfin, pour terminer, je voudrais vous indiquer que la communauté de communes a un projet de territoire ambitieux et prévoit notamment des investissements à hauteur de 19 millions d'euros d'ici 2025, avec des projets structurants comme le centre aqualudique, la maison communautaire à Sogue, la déchetterie à Sogue, la maison des services à Langeac et à la Voûte, le pôle enfance-jeunesse à Poulaguer. Ces projets sont financés à hauteur de 70% par les subventions et nos partenaires institutionnels, à savoir l'Europe, l'État, la région et le département. Donc maintenant, la commission des travaux va vous présenter les travaux lancés et les travaux à venir. Juste avant que Gérard et Richard interviennent, vous dire que... Attention Philippe, vous dire simplement que Claude Gignac est excusé parce qu'il est alité, il a, je crois, comme on dit, une bonne grippe. Vous dire aussi, revenir juste rapidement sur ce qui a été dit tout à l'heure, quand on a parlé des subventions, quand on arrive à 70% de subventions, on ne pourrait jamais le faire sans nos sénateurs, on ne pourrait jamais le faire sans nos députés, on ne pourrait jamais y arriver sans nos conseillers départementaux, on ne pourrait jamais y arriver sans l'État, on ne pourrait jamais y arriver sans l'Europe. Il faut quand même le dire, c'est la conjonction de toutes ces aides qui nous permettent effectivement d'avoir ces taux de financement, mais c'est surtout le travail des élus et plus particulièrement le travail des agents. Et je dois à ce titre remercier Sophie qui est à la baguette avec toute son équipe et qui a œuvré dès le départ sur le projet de territoire. Tu te souviens quand on écrivait ensemble au mois de juin 2017 et qu'on a pu construire pour arriver à ce résultat-là. C'est un travail de longue haleine. Ce qu'ils ne vous ont pas dit tout à l'heure, c'est que ça a été loin d'être facile. La première année, par exemple, on a fini avec un excédent de 40 000 euros, un peu aux alentours de 40 000 euros. Pour tous ceux qui gèrent une collectivité, ils peuvent imaginer ce que ça veut dire.
quand vous avez des budgets de fonctionnement à hauteur de ce qu'on voit là, finir avec 40 000 euros, c'est comme si vous finissiez avec 10 centimes dans votre poche à la fin de l'année. Donc ça a été très difficile, et je dois vous dire que les agents ont fait beaucoup d'efforts, les services ont fait beaucoup d'efforts pour à la fois maintenir le niveau de service, ne rien lâcher quant au service, tout en assurant en fait la mise en place de l'organisation et la possibilité de mener des projets à bien. Donc ces résultats ne sont pas tout à fait là par hasard, vous l'imaginez bien. Gérard, tu es prêt? C'est Richard. Allez, à toi Richard. Bon, bonsoir à tous. Donc je suis Richard Simon, le technicien, le responsable de cette commission. Et comme a dit le président, on excuse Claude Gignac, qui devait déjà présenter cette commission. Donc voilà, on est l'ensemble des agents sont énumérés en dessous. On va en fait passer on va vous passer les slides qui retracent tous les projets qui sont en cours. Et normalement, c'est Claude Gignac qui suit ce projet, le maire de Grèze et vice-président aux travaux. Donc il s'agit de la maison communautaire culturelle de services de proximité à Sog, donc c'est l'ancien hôtel de France, et les travaux sont en cours, donc vous voyez avant, vous voyez avec 3 niveaux, et après là ils sont en cours, et normalement la réception des travaux c'est pour septembre 2023. Donc c'est un projet qui regroupera les services au rez-de-chaussée de l'Office du tourisme, des bureaux de l'antenne de la communauté de communes, en haut une ludothèque avec le service de RPE, donc c'est le réseau Petite Enfance, c'est relais Petite Enfance, et puis le dernier niveau, la médiathèque, qui sera tenue par la commune de Sog. Voilà l'opération, 861 000 euros, 80% de subvention. Je vais passer au deuxième. Surtout, le territoire de Sog aussi, il y avait la remise aux normes de la déchetterie, avec la construction d'un garage, donc vous voyez les photos, c'est en cours, et surtout la mise en sécurité, vous voyez en bas, en haut de quai, comme on dit, on fait des barrières avec un baroudage. Donc c'est une opération qui s'élève à 411 946 euros et subventionnée à 80%. Et normalement, ça devrait se terminer en juin. Voilà, vous continuez. Le centre aqualudique qui se trouve, je crois, à Langeac. Je laisse le président enchaîner. Oui, le centre aqualudique qui est un projet qui est vraiment long à mener, puisqu'il est très technique. Quand je dis très technique, c'est qu'on a pris à peu près 2 ans et demi, 2 bonnes années et demie, voire 3 ans pour ne serait-ce que l'idée du projet qu'on allait avoir. Et ensuite, parce que c'est, quand je vous dis technique, on pourrait faire 10 maisons de service, ça serait jamais aussi difficile qu'un seul centre aqualudique. Donc il est prévu, vous voyez à peu près l'état des travaux aujourd'hui, donc ça avance malgré le mauvais temps, et l'ouverture du centre aqualudique est prévue pour cet été. On espère pouvoir tenir les délais. Alors évidemment, c'est pas nous qui faisons la météo, comme vous le savez bien, et que pour certains de ces travaux, on est dépendant de la météo. Mais jusque-là, on est conforme à la fois par rapport à l'exigence qu'on avait, et c'est-à-dire la qualité qu'on souhaite, et on est à peu près conforme. On a un petit peu de retard par rapport au délai, c'est ça Gérard, on a un petit mois, 3 semaines, un mois, mais qui peuvent se rattraper si les entreprises, au lieu de venir avec 5, ils viennent avec 10. Donc aussi, peut-être ils travaillent le week-end. Vous voyez ce que je veux dire, il y a toujours 2 jours dans la semaine sur lesquels on peut jouer, parce que les entreprises se sont engagées à tenir des délais. Donc en tout cas, on est tous les mardis ensemble pour vérifier que tout se passe bien. On a beaucoup de travail quand même. On en bave. On en bave, c'est loin d'être évident, parce qu'il y a pas mal de soucis à régler. Voilà. Pour une opération à 6 145 400 hors taxes et avec 70% de subvention. Donc vous voyez l'argent que ça représente. Pour un projet comme ça, avoir cette hauteur de subvention, ça nous permet, puisque ça fait quand même beaucoup d'argent, avoir 70% sur un projet comme celui-ci nous fait faire beaucoup d'économies, mais surtout nous permet d'avoir d'autres projets que les centres aqualudiques. C'est la raison pour laquelle on va pouvoir faire un pôle enfance-jeunesse ici, on va pouvoir faire
une maison France Service à la voûte, etc. Tout ce qui est gagné avec les subventions, et ça il faut bien le comprendre, c'est pour la richesse du développement de l'ensemble du territoire. Et donc quand nos partenaires nous aident, nous financent, ils financent le développement. C'est ça, ils ne financent pas que le projet du centre aquatique, c'est ce qu'il faut comprendre. C'est un tout. Si on a beaucoup de subventions sur ce centre-là, ça nous permet évidemment d'avoir des ressources pour faire d'autres projets à côté. Voilà, c'est un tout. Alors, notre future maison des services. Pour la petite histoire, c'était le premier projet lancé, c'est le dernier parti. Pourquoi? Parce qu'en fait, avec les élus, on voit, et puis mes collègues techniciens, on voit qu'il est très difficile de réhabiliter l'existant. On voit même si on prend la tâche de maître d'œuvre, et que c'est pas évident parce que pour la sécurité, tout le monde ouvre le parapluie, comme on dit. L'exigence de l'exécutif, c'était justement de garder ces niveaux, ces planchers. Et là, maintenant, donc, ça va aboutir parce qu'on a su qu'il fallait renforcer les fondations en pied de poteau, comme on dit, au rez-de-chaussée. Donc, normalement, c'est une opération qui devrait partir ce printemps. Elle va accueillir donc, le siège de la Comcom. Aujourd'hui, nous sommes locataires de la commune de Langeac. Une partie, les bureaux de la DGFiP, du Trésor public. Au-dessus, normalement, l'Avant-Garde ou Mélodica, ou je veux dire la future association qui gérera la musique et la danse, et puis une grande salle pour les conseils communautaires ou autres. Voilà. Donc c'est une opération qui s'élève à 1,26 million et elle est subventionnée à 60%. Un peu moins parce que la DGFiP, bien sûr, le Trésor public nous donnera un loyer. C'est pour ça qu'on n'a pas 80% de subvention. Peut-être juste un mot, c'est-à-dire que vous avez là un projet qui est à 1 million, pour faire simple, mais qui est pour plus de 1000 mètres carrés. Donc si vous le rapportez au mètre carré, en réalité, vous voyez qu'on est à peu près à 1000 euros du mètre carré, et que la normale du marché, on est à combien ailleurs? On est au moins à 1500 pour les plus bas, mais on peut aller jusqu'à 2000 euros. Voilà. Donc ça veut dire qu'on a énormément travaillé sur les solutions techniques, aussi encore une fois, pour économiser et pouvoir investir ailleurs. Alors après, les travaux qui sont en cours, parce que justement, donc, il y a des projets sur tous les territoires, sur notre territoire, mais sur les bourgs-centres aussi de la Vauchillac. Donc il y a une étude en cours, justement, pour faire une maison communautaire qui regroupera tous les services. Et ben, la mairie et l'OTI et toutes les maisons des associations. Donc ça, c'est en cours, mais c'est pour un lancement des travaux en 2024. Voilà, donc ça c'est un chantier à Polaguet. Construction d'un garage pour le chantier d'insertion. Donc pour vous situer, le chantier d'insertion, il est en arrivant à Polaguet juste avant le carrefour vers la caserne des pompiers. Donc là, nous faisons un hangar pour remiser tout le matériel, parce qu'actuellement, les tracteurs, les tondeuses, tout est à l'extérieur, à tout vent. Donc ce bâtiment nous coûte 205 087 hors taxe, avec 30% de subvention. On n'a pas pu en avoir d'autres. Mais bon, il était vraiment nécessaire de faire ce bâtiment. Deuxième projet, donc c'est la création d'un pôle enfant-jeunesse à Polaguet. Donc, vous voyez, il va se faire dans ce bâtiment. Donc, pour vous situer, ce bâtiment, c'est l'ancien hospice de Polaguet, qui appartient maintenant à Habitat Auvergne en copropriété avec la communauté de communes. Donc, le rez-de-chaussée, c'est là où il y a l'école maternelle actuellement. Mais l'école maternelle va déménager, puisqu'à Polaguet, nous avons un projet de territoire éducatif rural, le premier qui va se faire en Haute-Loire. D'ailleurs, les travaux sont commencés depuis la semaine dernière. Donc, ça va consister à regrouper l'école maternelle et l'école primaire dans un ancien local, l'internat du collège. Donc, nous avons acquis auprès du département. Et dans ce bâtiment, eh ben, au rez-de-chaussée, on aura l'école maternelle, au premier étage, l'école primaire, et au deuxième étage, ça sera un espace vaste pour les écoliers, pour des réunions, pour des spectacles, et ça sera aussi accessible pour les enfants du collège.
Donc les travaux ont démarré. Ouais, c'est la vue arrière sur l'école maternelle là-bas. Voilà. Donc le service technique il regroupe 6 agents techniques, 60% du temps annuel pour le compte de 11 communes, 40% pour l'entretien de l'immobilier et du foncier, de la collectivité, plus 200 interventions techniques par an. Une harmonisation du mode de financement, du service de collecte des déchets, soit la taxe ou la redevance REOM, on va décider ça dans le cours de l'année. Voilà, puisque en 2024, eh ben, il faut qu'on ait tranché. La commission, ça c'est la commission santé. Je vais passer la parole à mes collègues. Juste le temps que nos vice-présidentes arrivent, vous dire que vous voyez qu'on essaie d'équilibrer les projets sur le territoire, parce qu'en réalité, il y a la même nécessité de service partout. C'est-à-dire qu'on n'imagine pas, par exemple, moins bien recevoir nos enfants à un endroit par rapport à un autre. On essaye d'avoir le même niveau de service. Et les bienfaits de la fusion, d'avoir fusionné 4 communautés de communes, c'est que l'objectif, c'était de faire aussi bien que ceux qui faisaient le mieux. Ça nous a tiré vers le haut. Vraiment, on s'est appuyé sur l'expérience des uns et des autres. C'est la raison par exemple pour laquelle tout à l'heure Gérard vous disait qu'on va faire un pôle enfance-jeunesse à Paul-Aguet, parce qu'il n'y en a pas à Paul-Aguet. Il n'y a pas de raison que les enfants de Paul-Aguet et de ses environs ne puissent pas bénéficier des mêmes services que ceux qu'on a ailleurs sur notre territoire. Et c'est dans cette logique en fait qu'on développe le territoire. À vous, mesdames. Donc, bonsoir à toutes et à tous. Avant de parler de notre commission, nous allons donc, Marie, Christine et moi-même, Nathalie, nous vous adressons à tous et à tous vos proches nos meilleurs vœux, avant tout des vœux de santé, mais aussi des vœux de bonheur, de joie, de réussite dans vos projets personnels et professionnels. Voilà. Donc, avant de commencer aussi, nous voulions remercier notre responsable Vincent Chotard. Vincent Chotard est excusé, il n'a pas pu être parmi nous ce soir. Et aussi, nous voulions remercier sincèrement les agents qui travaillent avec nous, à savoir Angélique Cussac, Véronique Lèbre, Laurence Descours, Nicolas Paco, Céline Sabato, Joël Le Pogam et toute l'équipe du chantier d'insertion, Maud Valette, Francesco Colosimo, Karine Besson, Christian Brettes, Alain Perrault, Éric Beldan, Jean-Noël Boudon, ainsi que l'ensemble des salariés en insertion. Donc, premier point à vous présenter, c'est ce qu'on appelle France Service, les espaces France Service. Si vous regardez la carte, nous en avons 4 sur notre communauté de communes, présents à Sox, Siox, Sainte-Marie, Paul-Aguet et Langeac. Celle de Langeac a été inaugurée au mois de janvier, le 7 janvier 2022. Et nous avons, vous avez 885 accompagnements, c'est uniquement pour Langeac évidemment, on ne connaît pas les autres, mais ça fonctionne aussi bien sur les autres communes. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ces maisons France Service, ces espaces France Service, on a 9 partenaires qui sont la CAF, la MSA, la CPAL, Pôle emploi, la Caisse des retraites, la Poste, les services des ministères de l'Intérieur et de la Justice et la Direction générale des finances publiques. Ces 2 derniers font des permanences physiques au niveau des 4 espaces France Service. Donc, les ateliers numériques. Il faut savoir que depuis janvier à juin 2022, les ateliers numériques étaient pris en charge par la conférence des financeurs. Ils étaient donc destinés aux plus de 60 ans. Mais à partir de juin 2022, la communauté de communes a recruté un conseiller numérique. Donc, depuis cette date-là, les ateliers numériques sont destinés à tout public, ce qui explique les différentes tranches d'âge des participants. Quand vous voyez les pourcentages, 52%
des 60 ans et plus, 44% de 35 à 60 ans et 3% de 18 à 35 ans. Alors, la santé. Le Forum Santé, il a bien eu lieu le 23 juin 2022 à Langeac et il a connu un vif succès. Il y a eu 300 personnes, dont 170 collégiens. Et il faut savoir qu'il y avait 25 intervenants et partenaires. Donc, parmi ces intervenants et partenaires, des bilans santé, audition, vue, podologie, diabète, des ateliers ludiques, addiction, harcèlement, nutrition, des conférences sur le sommeil, sur la réflexologie, des stands informatifs et une initiation sportive, foot en marchant et marche nordique. La santé, c'est aussi un partenariat mutuel santé. Donc, grâce au partenariat de la communauté de communes, les personnes qui souscrivent un contrat à cette mutuelle santé ont des tarifs préférentiels. Maison de santé, la communauté de communes s'occupe de la gestion immobilière et l'entretien de la maison de santé de Langeac et de la maison médicale de Polaguet. Les services au quotidien, donc on en a plusieurs, la communauté de communes vous en offre plusieurs. Tout d'abord le service Colibri qui permet de favoriser le lien social et aussi d'améliorer la mobilité en milieu rural. Vous voyez, 5191 courses en 2022 pour 723 usagers, ça concerne l'ensemble de la communauté de communes. C'est 4 € le trajet, que l'on habite Chanalaï et qu'on va y aller à Saint-Dié-sur-Doulon, on paye 4 € le trajet. Ce qu'il faut savoir, c'est, je vais vous donner le coût du service en 2022, c'est 248 700 €, qui est financé pour moitié par la région. On a aussi un aire d'accueil et d'habitat des gens du voyage. Alors, je reprends mes petites notes parce que je ne connais pas tout. Le taux d'occupation moyen annuel, c'est de 32%. C'est assez fait par rapport aux autres aires d'accueil, mais ça s'explique parce qu'on est ouvert qu'une partie de l'année. Il faut savoir quand même que 45 personnes ont été accueillies entre début mai et fin octobre. On a, et ça c'est important, je pense qu'il faut bien le rappeler, un logement d'urgence qui concerne l'ensemble de la communauté de communes. Ce n'est pas destiné, il est basé sur Langeac, mais il n'est pas destiné qu'aux habitants de Langeac, il concerne l'ensemble de la communauté de communes. C'est une capacité de 4 personnes plus un bébé, et le nombre de personnes qui ont été accueillies sur 2022, c'est 6. Nous avons aussi des aides aux associations à caractère social. On donne pour 50 109 € d'aide, de subvention, avec, disons, toutes les associations qui ont un caractère social. Et lien aussi avec les différents acteurs locaux de l'ensemble de la communauté de communes. Nathalie. Donc, le chantier d'insertion. La communauté de communes a un chantier d'insertion avec 2 sites. Un site sur Polaguet, plus lié aux espaces verts, et un site sur la route Chillac, plus lié au service à la personne, à la MARPA et à la maison familiale. La structure accueille 33 salariés en contrat à durée déterminée d'insertion et 7 salariés permanents. Il y a donc une coordinatrice du chantier, Joëlle de Pogam, une conseillère en insertion professionnelle, Maud Valette, et 5 encadrants techniques, Jean-Noël, Karine, Alain, Christian et Francesco. Les différentes activités du chantier sont nombreuses: entretien des espaces verts, réparation de voiries, travaux de seconde œuvre, travaux de la vigne, taille de haies, service à la personne et le dispositif Locaction. C'est une toute nouvelle activité qui consiste à louer des véhicules à coût avantageux à destination des salariés d'une structure d'insertion qui résident sur le territoire de la communauté de communes des Rives-du-Haut-Allier et pour des déplacements liés à une formation ou à une activité professionnelle. Nous disposons actuellement de 2 voitures sans permis, d'un scooter et de 3 vélos électriques. Merci à vous.
avant de rejoindre nos places, je voudrais remercier l'ensemble du personnel qui travaille avec nous, que ce soit sur l'administratif ou le technique, et aussi les personnes qui sont à France Service. Je pense que s'il y a un succès aussi important pour France Service, on a 3 personnes plus dédiées, plus notre conseiller numérique qui est à France Service, et c'est grâce à ces 3 personnes qu'on a autant de visites et de demandes au niveau France Service. Je ne l'avais pas dit tout à l'heure, mais je voudrais bien le rappeler. Et je pense que pour les autres collectivités, enfin pour les autres espaces France Service, je pense que le rôle des personnes qui accueillent est important. Et si elles ont autant de personnes, c'est vraiment qu'elles apportent un service essentiel à la population. Merci beaucoup. On pourrait dire beaucoup de choses. On pourrait dire par exemple que les ateliers numériques, c'est aussi les ateliers numériques dans les communes. C'est-à-dire que les maires savent qu'aujourd'hui, si localement, certains de leurs administrés ont des difficultés pour utiliser des services administratifs par voie dématérialisée, comme on dit aujourd'hui, c'est-à-dire être derrière un ordinateur pour remplir des documents ou payer je ne sais pas quoi, ou payer ses impôts, ne serait-ce que ça, eh bien aujourd'hui on a la possibilité effectivement d'amener une aide de proximité, celle par exemple de savoir, de savoir utiliser certains logiciels, des tableurs, des traitements de texte ou autres. Eh bien avec leur matériel, les gens peuvent venir à la commune et nous avons quelqu'un, un agent de la communauté de commune qui se déplace et qui va permettre en fait à un petit groupe de 4, 5, 6 personnes d'acquérir les compétences, le savoir pour que être autonome ensuite chez eux, c'est toute la logique en fait de la communauté de communes, d'être au service des communes et des administrés des communes. Voilà, beaucoup de choses qui ont été dites. Le chantier d'insertion, assez rapidement, je reviens aussi là-dessus. 54, vous avez vu, 54 en moyenne personnes salariées dans nos chantiers d'insertion, 32 sorties positives. Et oui, chaque année 32 personnes. La deuxième année 32, en moyenne c'est 32. Eh bien, ça fait du monde, les années passant, et il faut se féliciter de ça parce que c'est des gens qui sont en difficulté quand ils viennent chez nous, et il y a une solution à la sortie, et ça se fait grâce à nos équipes des chantiers d'insertion, à l'encadrement, bien entendu, qui est présent ici. Alors, je ne sais pas s'il y a quelques salariés du chantier, mais ça se fait aussi de la plus belle des manières. Et puis, avec des projets qu'on a essayé de valoriser au maximum, si on fait de la vigne avec eux, par exemple, eh bien, c'est pour amener un petit plus, parce que c'est pas simplement couper de l'herbe. Voilà, on ne valorise pas forcément le travail des uns et des autres en coupant de l'herbe. Donc, on a essayé de faire en sorte que leurs travaux soient diversifiés. Et c'est le cas aujourd'hui. C'est structuré parce que c'est pas pour bien sûr c'est important le travail qu'ils produisent, mais c'est surtout que quand ils ont fait leur séjour chez nous, ils s'en trouvent enrichis et qu'ils soient à nouveau, vous voyez, dans la vie active de tous les jours et qu'ils deviennent en fait les gens qui nous côtoient, parce que c'est souvent ces gens-là qui sont en difficulté, qui s'éloignent de nous. Voilà, donc c'est du lien social aussi, et ça il faut féliciter toutes les équipes des chantiers qui font un super boulot. Alors, les suivants. On va appeler maintenant Jessica et Gisèle, vice-présidente à la commission enfants jeunesse, transport scolaire. Bonsoir à tous. Donc, Gisèle et moi-même tenions à vous souhaiter aussi nos meilleurs vœux et tout le bonheur, enfin, tout ce qui va bien pour cette nouvelle année. Donc, nous allons vous présenter notre commission enfance jeunesse et transport scolaire. Nous tenions aussi à remercier tous les agents qui travaillent. On ne va pas tous les énumérer parce qu'il y en a un bon paquet. Pardon. Vous avez le côté administratif avec notre responsable Vincent Chotard et Fanny Delsuc. Après, des animateurs, Céline Sabato pour le transport scolaire que beaucoup d'entre vous devez connaître. Et puis après, toutes nos directrices de micro-crèches, des animatrices de RPE et tous les agents qui travaillent dans ces micro-crèches et ces différents services. Alors, le budget du service, donc le budget général, il est de 910 000 €. Les dépenses, 550 000 € de salaire, 240 000 € pour les marchés des centres de loisirs et 120 000 € de fonctionnement. Les recettes,
Donc on a 45 000 € de la participation des familles. Ensuite, la CAF et la MSA nous versent 495 000 €. Et il nous reste à charge, bien sûr, 370 000 €, donc 40%. Alors, on a à droite la carte de l'implantation des services petite enfance et enfance-jeunesse. Donc, vous avez les micro-crèches, donc vous voyez SOG, Langeac, Polaguet. Ensuite, vous avez les relais petite enfance et les centres de loisirs. Voilà. Ensuite, donc là, vous avez ce qui s'est passé cette année. Donc, sur le guichet unique. Donc, le guichet unique, c'est géré par les relais petite enfance. Donc, c'est là où tous les parents qui ont besoin de renseignements, que ce soit pour un mode de garde, petit, grand, peuvent s'adresser. Donc, nous en avons 3. Un à Polaguet, un à SOG et un à Langeac. Donc, sur cette année, il y a eu 83 familles accompagnées par ce guichet. Ce guichet, donc, les relais, pardon, accueillent toutes les assistantes maternelles du territoire. Donc, cette année, il y a eu 42 assistantes maternelles qui sont venues avec 144 enfants pour réaliser des ateliers avec nos 3 animatrices. Ensuite, dans nos 3 micro-crèches qui vont de 8 à 12 places, nous accueillons 83 enfants. Donc, c'est pas tout le temps des temps pleins, voilà, ça dépend des enfants. Sur nos centres de loisirs ALSH, donc extrascolaires, donc pendant les vacances scolaires, nous accueillons 609 enfants. Et sur les centres de loisirs des mercredis, 143. On accueille aussi 77 enfants et ados sur les séjours itinérants. Donc on en a eu 11 en 2022. On a aussi 121 inscriptions pour 87 jeunes sur l'offre Escape Ado. 5 jeunes aidés pour la formation BAFA, donc cette année. Donc 50 personnes qui ont participé aux ateliers parents-enfants organisés. Et notre grande réussite, 400 personnes à la Fiesta des familles, dont 192 adultes et 208. C'est vrai que ça a été une journée extraordinaire, je ne sais pas si on en a qui sont là. Et c'était vraiment génial. Alors pour terminer, donc là aussi un gros budget, le transport scolaire. Donc comme vous pouvez le voir, c'est 1 200 000 € avec 1 100 000 de recettes. Donc voilà, maintenant c'est la région. Nous ne faisons que organiser les circuits à petite échelle. Donc nous transportons 795 élèves. Il y a 49 circuits plus la ligne régulière qui va du Puy à Brioude. C'est 4200 km par jour. On dessert 27 établissements, que ce soit école primaire ou collège, et ça fait travailler 9 sociétés de transport. Sur le transport aussi, nous avons une aide pour les internes. Donc il y a 173 enfants qui ont pu en bénéficier pour une dépense de 9 200 €. Voilà. Merci Gisèle et Jessica. Vous dire aussi que le niveau de service qu'on amène sur l'enfance jeunesse, c'est au service des familles. Pouvoir accueillir leurs enfants le matin avant qu'ils puissent partir, pouvoir les récupérer le soir, tout ça fait que, eh bien, évidemment, il faut s'organiser pour avoir une vraie réponse. Eh bien, ça nécessite des moyens. Et ces moyens, on les a mis sur tout le territoire. C'est important que, comme je vous le disais tout à l'heure, que quel que soit l'endroit où on habite, eh bien, on puisse avoir le même niveau de service. On a parlé par exemple aussi du transport à la demande, ce qu'on appelle le colibri. Pour vous donner un ordre d'idée, avant la fusion, chaque communauté de communes, si on faisait la somme de ce qu'elle dépensait, elle dépensait aux alentours de 50 000 €. Aujourd'hui, on est à 200 000 € en ayant fusionné. Donc, ce qui veut dire qu'on a multiplié par 4 en fait le service. Cela étant dit, il faut comprendre une chose, c'est pas ce qui est important. Ce qui est important, c'est de dire finalement il y avait un besoin.
Et on y a répondu. Et on sait qu'il faudrait aller encore plus loin sur le colibri. On sait qu'on a beaucoup à faire et qu'on a fait beaucoup, aussi grâce à la région qui nous aide. Et j'en profite pour saluer notre conseiller régional, mais aussi notre député Jean-Pierre Vigier qui vient d'arriver, et de saluer aussi l'arrivée de Laurent Duplon. Laurent Duplon en tête, hein, parce que vous étiez au même endroit, mais vous êtes allé plus vite, hein, je crois. Non, il est parti après moi. Je suis sérieux. Il est parti après moi. Bon, vous nous expliquerez tout ça tout à l'heure. Voilà, tout ça pour vous dire aussi que quand on dépense localement avec le transport, et je vois quelques transporteurs parmi vous, quand on dépense autant d'argent, ça se fait, c'est de la dépense qui reste ici. C'est pour du transport local. C'est des taxis, c'est des professionnels du transport qui en profitent évidemment et ça leur permet de vivre sur ce territoire. Et en même temps, c'est parce qu'ils vivent sur ce territoire qu'on peut avoir un service aussi, parce que sinon il nous coûterait beaucoup plus cher si on allait le chercher ailleurs, et c'est certainement pas d'aussi bonne qualité, en tout cas on l'imagine. Voilà, c'est un tout, et aujourd'hui, eh bien, on est à un niveau de service qui est, je pense, remarquable. Et ça se fait grâce, là encore une fois, à la qualité du service. On fait partie des mieux notés, je crois qu'on peut être fier de le dire, parce que c'est le cas, en Haute-Loire, sachant que la Haute-Loire est sinon le département le meilleur en termes de service, en fait, sur l'enfance-jeunesse, sur l'accueil de l'enfance-jeunesse. Voilà, donc on peut dire que aussi ça participe à l'attractivité. La première diapo, c'était, on vous parlait d'attractivité, un territoire attractif. Eh bien, pour être attractif, évidemment, il faut avoir un niveau de service. Oh, désolé, j'ai été long. Gaston, c'est à toi. Et après, ça sera qui? C'est Philippe? Oui. Bon, meilleurs vœux à tous de la part de moi-même et Philippe, ainsi que l'ensemble de la commission. Alors, donc, développement économique, développement durable, on peut y aller là. Oui, alors, soutien à l'économie locale, pour ceux qui connaissent ça, ce qu'on appelle le FAEL, Fonds d'aide à l'économie locale. Alors, en 2022, 40 entreprises en ont bénéficié pour des subventions attribuées à hauteur de 142 000 €. Ça a impacté 16 communes sur le territoire, c'est celles qui sont orangées. Vous voyez donc que ça s'est quand même bien passé, puisque c'est un équilibre sur le territoire, il y en a partout, c'est pas concentré à un seul et même endroit. Alors après, dans les aides, ce que l'on voulait obtenir, on l'a obtenu aussi, c'est-à-dire que ça a impacté la création d'entreprises, ça a impacté la reprise d'entreprises pour 19 cas, et pour 21 cas, le développement des entreprises. Donc ça a touché à peu près tout le monde. Alors, il y a un transparent que l'on n'a pas, mais je voudrais quand même vous parler d'une autre chose, c'est la journée nationale du commerce de proximité. Vous en avez peut-être entendu parler. Elle s'est déroulée le 8 octobre sur 4 communes, Langeac, Siogle, Polaguet et Sogue. Alors, ça c'est une initiative de l'État. C'est pour développer le commerce de proximité, c'est-à-dire faire en sorte que les habitants connaissent un peu plus leurs commerces locaux. Alors donc, on a lancé ça sur la communauté de communes cette année. A priori, ça a donné des résultats. Alors, pour ceux qui se souviennent, le climat n'était pas forcément clément ce jour-là, mais malgré tout, il y a eu un engouement autour de ça, et les commerçants qui ont participé à l'opération, au nombre de 50, se sont déclarés satisfaits, à tel point qu'on relance l'opération pour cette année, c'est-à-dire que ça aura lieu cette année également. Alors ça s'est traduit par une trentaine d'animations, les gens ont participé. Alors il y a eu aussi une chose, il y a eu des vitrines partagées, c'est-à-dire que dans 3 des communes que j'ai citées, il y a eu une vitrine dans laquelle les commerçants, les communes ont mis un certain nombre de choses et c'était à gagner par la population. Ça s'est apparemment bien passé et ça a été apprécié. Alors, donc on renouvelle pour l'an prochain. Et encore une autre chose, c'est que ça a permis de déclencher quelque chose qui est important, c'est-à-dire le fait que les commerçants se rencontrent, a fait qu'est lancé aujourd'hui sur le territoire un projet, c'est même pratiquement fait, puisque maintenant les statuts sont déposés,
d'associations de commerçants sur la totalité du territoire de la communauté de communes. Il y a donc 2 personnes qui sont dans le bureau à Sog, 2 personnes à Langeac, 2 personnes à Polaguet et 2 personnes à La Routière. Bon, je crois que c'est tout pour ce que je voulais vous dire par rapport à ça. Ensuite, oui, donc ça c'est le soutien au développement industriel. Ça c'est un fonds d'aide communautaire et départemental à l'investissement. C'est une convention qui avait été signée sur 3 années. Elle a permis de financer 11 projets et de créer 37 emplois. Bon, ça c'est une chose. En plus, actuellement, beaucoup d'entreprises se développent. Ça va se poursuivre parce que c'est une action qui va être renouvelée avec le département. Alors, par exemple, pour les derniers gens qui ont été aidés, qui ont fait des choses dans le domaine, il y a eu l'entreprise Bord à Soc, il y a eu la BEM, il y a eu la scierie du Gévaudan à Cubel, il y a eu l'entreprise Bretz à Langeac, c'est en outillage, et puis une société qui se trouve sur la commune de Chanteul, qui s'appelle Pau Outdoor. Ce sont des gens qui vont fabriquer de l'habitat léger pour mettre par exemple dans les campings ou autres. Je ne sais pas si vous avez entendu parler, c'est pas très connu. En tout cas, ils sont en train de s'installer. Voilà ce que j'avais à dire par rapport à ça, donc je vais passer la parole à mon collègue Philippe. Merci. Alors, la zone industrielle de Mazera-Saint-Georges. Alors, elle est située, je pense que vous savez tous, entre la 102 et l'ancienne 102. Donc, elle est sur 2 territoires, donc Mazera et Saint-Georges-d'Aurac. C'est 21 hectares, dont 13 qui sont aménageables. C'est-à-dire que les autres sont pour l'environnement. Le coût de l'investissement, il est un peu plus de 4 300 000 € prévu, hors taxe. Et là où on en est, toujours dans les études. Je dis toujours parce qu'il faut toujours faire des études. Et j'espère que ça va être la dernière. On espère que ce sera la dernière. Donc le préfet il a pris un arrêté pour qu'on puisse intervenir dans les propriétés privées, dans le périmètre de la zone, pour faire une étude de sol dans le cadre de la loi sur l'eau. En parallèle, on a lancé une DUP, une déclaration d'utilité publique, et on espère avoir terminé avec l'enquête publique vers la fin de l'année pour pouvoir acheter tous les terrains. Après, on va passer, donc on en est à l'APD, l'avant-projet définitif, et on espère passer, faire la DCE de consultation des entreprises début 2024 et pour pouvoir viabiliser tous les terrains et que la zone puisse vendre les terrains, on espère, courant 2024. Ça serait très bien. Voilà ce que je vais vous dire pour cette zone. Après, le développement durable. Alors, le développement durable, la communauté de communes s'inscrit dans le programme TEPOS, c'est Territoire et Énergie Positive. Et l'objectif, c'est d'obtenir avant 2050 le fait d'être, au niveau énergétique, d'être, j'oublie le mot, autonome. D'être autonome. Donc pour cela, il y a plusieurs projets qui sont mis en route et qui le seront. Par exemple, le parc photovoltaïque à Salduy, qui représente, je crois, la production pour 2000 habitants au niveau électricité. Il y aura le parc éolien au niveau de ce qu'on appelle le parc éolien de Chazotte, qui est limite Cantal-Haute-Loire. Je crois qu'il y a 4 éoliennes qui sont sur notre comité de commune. Et 3 ou 4. Il y en a qui disent 3, il y en a qui disent 4. Ah, donc c'est plus que 3. Il y en avait 4 au début. C'est ça alors. Et là, je crois que ça représente la production d'électricité pour 27 000 habitants, un peu plus de 27 000 habitants, ce qui n'est pas rien. Sans pour parler aussi, pour modifier, ça je regarde le maire d'Ali, le maire de Mercure, je ne sais pas si là, les éoliennes, remplacer le parc actuel par des éoliennes beaucoup plus puissantes. Et ça, je ne sais pas encore, c'est dans les tuyaux. C'est bientôt. D'accord. Après, des choses qui ont été mises en place. Bon, il y a eu l'aide à l'achat de vélos électriques.
On a 20 dossiers par an. On a eu le programme Moitié, c'est un programme où des intervenants passent dans les écoles, et je crois qu'il y a 180 écoliers qui en ont profité. C'est très important par rapport à tout ce qui est transition écologique et puis tout ce qui est économie d'énergie, économie de l'eau. Ils étaient très, très satisfaits, que ce soit les professeurs ou les enfants. Et puis à côté de ça aussi, on a vu une journée aussi qui était le 8 octobre. C'était la journée, comment elle s'appelait celle-ci? La journée, oui, sur les énergies renouvelables qui se situait à Langeac avec différents partenaires. Ils étaient très nombreux. Et on aimerait la refaire cette année, mais sous un autre format. Donc voilà à peu près. Il y aurait plein de choses à dire, mais on va s'arrêter là parce que c'est très très long. Par contre, moi je voulais remercier le responsable du service économie, Benoît. Alors, il y a très peu d'agents, moi je vais les citer. Il y a Joseph, Alexandra, Chloé, et puis Anthony qui est en alternance. Ils ne sont pas très nombreux, mais ils font un excellent travail. Voilà. Évidemment, je me joins à ces remerciements. Oui, maintenant, on va parler de l'aménagement. Vous savez tous, vous avez entendu parler que 3 communes ont été lauréates pour être petites villes de demain. Langeac, Sogg et Polaguet. Ça, c'est dans le but de la revitalisation des centres-bourgs et d'attractivité du territoire. Dans ce cadre-là, le 4 janvier dernier, il a été signé une convention ORT, c'est-à-dire Opération de revitalisation du territoire, avec l'État et le conseil départemental, entre la commune de Langeac et l'intercommunalité. D'autres communes vont se joindre à ça par avenant. Alors le but d'opération, c'est quoi? C'est obtenir des fonds prioritaires pour des aménagements de type services de proximité, commerce et rénovation de l'habitat dans ces centres-bourgs. Alors, en même temps, ce qui a été détecté, c'est un manque, ou en tout cas une insuffisance, ou un déficit de logement sur le territoire, cette fois-ci de la communauté de communes, pas de la commune, sur l'ensemble du territoire. Et dans ce cadre-là, en 2022, la communauté de communes a initié le lancement d'une étude pour programmer une OPA, OPAH, Opération Programmée pour l'Amélioration de l'Habitat. C'est en cours en ce moment, c'est en cours d'analyse. On pense bientôt aboutir. Et là-dedans, ça consiste à quoi? C'est relativement simple. Ça consiste à avoir des aides pour les propriétaires occupants ou les propriétaires bailleurs pour la rénovation de logements. Et dans le but de faire quoi? Et bien, dans le but de rendre notre territoire toujours plus attractif. Parce que si les gens viennent ici et qu'ils arrivent à accéder au logement, ben des fois, ce n'est pas la même chose que quand ils ne veulent pas y accéder ailleurs. Donc, c'est une des buts que l'on vise. Voilà, je ne sais pas si on a quelque chose d'autre à dire. Pour moi, a priori, non. Alors, territoire zéro chômeur de longue durée, TZCLD. Alors, en fait, territoire zéro chômeur de longue durée faisait partie de la commission santé sociale, solidarité territoriale. C'est pour ça que je suis présent au niveau de l'économie. Hein. Ils ont intégré, c'est une disposition qui a intégré ensuite l'économie. Alors, territoire zéro chômeur, c'est une expérimentation qui se fait en France depuis 2015, qui concernait au départ 10 territoires. Depuis 2021, il y a 50 territoires qui vont être labellisés territoire zéro chômeur longue durée. Et nous, la communauté de communes des Rives du Haut-Allier, nous en faisons partie. Alors, ça ne concerne pas l'ensemble de la communauté de communes. Vous voyez, il y a 4 communes, Langeac, Mazères-d'Allier, Saint-Georges-d'Aurac et Chanteuge. C'est une mobilisation de l'ensemble des partenaires pour le droit à l'emploi. C'est à la fois le département, Pôle emploi, ATD Carmonde, des associations, les communes et la communauté de communes. À terme, c'est la création de ce qu'on appelle une EBE, une entreprise à but d'emploi,
qui va accueillir les personnes qui sont à la recherche d'un emploi. Alors pour intégrer cette expérimentation, il faut habiter sur une de ces 4 communes depuis plus de 6 mois et il faut être ce qu'on appelle chômeur de longue durée, c'est-à-dire avoir plus d'1 an de chômage. Dernier point, c'est sur la base du volontariat. Font partie de l'expérimentation les personnes qui sont volontaires. C'est quelque chose qu'on a initié depuis 2019, qui a mis un petit peu de temps à mûrir et pour trouver le territoire. Au départ, on pensait faire sur la communauté de communes dans sa totalité. Ce n'est pas possible au vu de l'expérimentation, d'où les 4 communes concernées. Donc 2022-2023, donc mobilisation des volontaires. En 2023, on va créer, et ça va se faire très prochainement, c'est-à-dire, je crois que c'est jeudi prochain, on va créer une association de préfiguration et d'identification des travaux utiles. Et on va recruter quelqu'un pour la direction de l'EBE et aussi pour nous permettre de conforter ça y est, je ne sais plus mon mot, moi non plus, le projet. Voilà. Merci beaucoup, merci à tous. Revenir juste rapidement, parce que c'est aussi l'occasion de remercier sur le projet éolien. Alors tout à l'heure Philippe vous en a parlé. Vous savez que nous avons des éoliennes à Albi. Tout à l'heure on vous a parlé de Rajat Chazot. C'est en fait en continuité du parc éolien. D'ailleurs à ce titre, tout à l'heure, je pensais qu'on n'avait pas cité la commune de Mercœur, qui fait aussi partie du projet et qui fait partie de la communauté de communes. Sur ce territoire, sur Mercœur, Saint-Ostromoine, Ali, en réalité, il y a une vraie capacité éolienne. Il y a un repowering qui est prévu, ça veut dire que si vous voulez, on changerait les 26 éoliennes sur le plateau pour les remplacer par 23. Donc il y en aurait 3 de moins. On rajouterait les 3 du côté de Saint-Ostromoine pour vous expliquer à peu près où ça se situe, sur les hauteurs évidemment. Et on arriverait à une puissance de plus de 140 mégawatts. Ça veut dire que grâce à cette installation-là, donc on supprime finalement 3 d'un côté pour en rajouter 3 de l'autre, donc on reste à peu près finalement au même nombre d'éoliennes, mais par contre, on va passer de 36 à 140. Vous imaginez, 36 à 140. Alors, il y a bien sûr cette production d'énergie verte, renouvelable, mais il y a aussi, il faut le dire, des ressources pour les communes, pour la communauté de communes et pour le département. C'est-à-dire que c'est bien beau de dire le département nous aide, mais vous voyez, si on ne les aide pas un peu, c'est aussi difficile pour eux. Donc c'est des ressources pour toutes les collectivités, mais comment est-ce qu'on ne peut pas rêver de 200 000 ou de 300 000 de plus si on met 100 000 sur Colibri, si 200 000 vont permettre de payer du fonctionnement de notre centre aquatique, et s'il nous reste encore de l'argent pour développer d'autres services comme notre offre jeunesse avec le pôle, etc. C'est aussi ça, hein. C'est quand même une affaire de ressources. Donc, vous voyez quelle importance peuvent prendre des projets comme ça. Et je disais tout à l'heure que je voulais remercier Laurent Duplon et notre député Peter Vigier qui était avec moi en préfecture pour demander au préfet, suite à ma visite à l'Élysée et l'entrevue que j'ai eue avec le ministre Béchu en charge de la transition écologique, pour lui demander vraiment d'accélérer ce dossier. Et je vous remercie à tous les deux de m'avoir donné un coup de main à cette occasion et d'avoir donné aussi un coup de main pour que notre zone d'activité sur Saint-Georges-Mazérat voit le jour. Merci à tous les deux. Alors on passe à la suite. Florence et Jackie. Bonsoir à tous. Jacques Delumière, je suis maire de Sarza et je suis vice-président à la commission avec Florence à la commission culture, loisirs, sport, tourisme. Alors, notre commission poursuit 3 actions principales. L'aide aux associations
organisant des manifestations ou actions d'intérêt communautaire, des actions culturelles auprès des habitants et notamment des plus jeunes, et des actions de loisirs, sport, tourisme. La commission Culture, Loisirs, Sport, Tourisme a reçu les responsables des organisations les plus importantes, c'est-à-dire celles qui nous font des demandes supérieures à 1 500 €. Nous avons fixé 2 dates pour recevoir ces dossiers, le 31 mars et le 15 septembre. Donc en 2022, nous avons attribué pour 45 associations un montant de 82 120 €, en progression par rapport à 2021, qui, comme vous le savez, en 2021, c'était une année tout à fait particulière. Des manifestations d'envergure qui ont fait quand même déplacer sur 8 manifestations 30 000 visiteurs. Je peux les citer: la Fête des Plantes, la Belle Journée, c'était la 18e, le Festival des Arts Forestiers à Chavagnac-Lafayette, les Randonnées des Feuilles Mortes, Festival de guitare chanteuse, Festival Angers-Vaudan, Soc et Chanaleille, Fort Horace et bien sûr la Foire du Langeac. Voilà, on a dépassé 300 000 visiteurs sur ces 8 manifestations. Ces attributions de subventions ont été assez bien réparties sur le territoire, comme vous pouvez le voir. Il y avait aussi des manifestations quand même d'envergure internationale, comme vous le voyez à droite, les ISDE qui se sont déroulés pendant 2 jours sur notre territoire. Et bien sûr qu'on doit citer Marine Lemoine, qui est quand même au motoclub du Haut-Allier et qui est montée sur le podium. Pour les actions culturelles concernant l'école de musique et de Privadance, je vais laisser la parole à Florence. Alors, les actions culturelles, donc on a 4 types d'actions culturelles. Donc la musique et la danse, avec une réorganisation des cours au bénéfice des familles en 2022. Des ateliers de pratique et du transport culturel pour les scolaires toute l'année. Des projets éducatifs et culturels qui sont encadrés par une convention sur 4 ans, renouvelée en 2022, avec la DRAC, le département et la région. Et la dernière action, c'est un appui à la lecture, avec la signature d'un contrat territoire lecture 2022-2024 avec l'État. Donc, qui va nous permettre le recrutement de 2 animatrices, la mise en réseau de 28 bibliothèques et points lecture, un travail d'animation avec les écoles, les associations, l'EHPAD, la DMR, et un soutien aux équipes, notamment les bénévoles. Nous tenons à remercier Iris Pacro et Amandine Boucard pour le travail qu'elles ont effectué l'année dernière au niveau de la lecture. Merci Florence. On a des actions loisirs, sport, tourisme, bien entendu. 3 actions ciblées et un budget en hausse, notamment avec 2 dossiers touristiques, une édition d'un topo guide de petites randonnées et une requalification des 33 circuits VTT sur l'ensemble du territoire. Donc ces 2 lignes nous ont quand même coûté 50 000 € avec une aide du leader à hauteur de 80%. Un poids du tourisme en hausse sur notre territoire et une explosion de la randonnée itinérante. Comme vous pouvez le voir, comme vous voyez sur les slides, je ne vais pas vous donner tous les pourcentages ni tous les nombres de nuitées. Vous voyez, c'est énorme le nombre de nuitées qu'il y a eu. Et ces éléments, on les a bien sûr obtenus en partenariat avec l'Office de tourisme, bien entendu, et surtout avec M. Patrick Ménadier, qu'on nous lui adresse des remerciements
pour sa ténacité, sa technicité et son accompagnement dans les dossiers. Des remerciements également aussi pour toute la commission qui travaille, qu'on reçoit des heures et des heures, des associations. Ça se passe très bien, il faut continuer dans ce sens-là. Attentif, constructif. On essaye toujours de donner un avis, on essaye toujours de faire remonter cet avis au bureau, et quasiment, je dis bien, notre avis est retenu. Je remercie bien sûr tous ceux qui travaillent à cette commission. J'avais noté Angélique Cussac, j'avais noté aussi des gens qui travaillent dans nos halls des sports, comme Nicole Boudoussier, qui nous tient notre hall des sports à Saugues. J'avais aussi dans la mémoire Madame Valérie Missonnier, qui s'occupe de la halle des sports de Polaguet. Et bien sûr, je tiens à remercier tout particulièrement notre technicienne de haute technicité, Madame Isabelle Philippon, pour ses compétences et pour son travail. Et je voudrais qu'on l'applaudisse. Bravo. Je te passe la parole, Gérard, pour le final. Communication. Alors c'est moi qui fais la communication. Non, Isabelle, viens avec moi. C'est toi qui vas faire la communication parce que tu sais bien mieux faire que moi. Merci déjà à tous. On est à la fin des slides, donc ça c'est plutôt bien. En communication, on voulait simplement vous signaler, mais on a laissé des supports à l'extérieur quand vous repartirez, des publications. On a fait beaucoup de signalétique cette année. Vous voyez le déroulé. On a beaucoup travaillé aussi sur les réseaux, sur le digital, mais surtout cette année, on a pu constituer un groupe de travail interservices sur la stratégie de communication donc, de la communauté de communes et une marque de territoire. On n'a pas tout à fait abouti, on n'est pas loin. On a constitué une banque photo et on va terminer avec un film sur l'attractivité des rives du Haut-Allier qu'on a pu mettre en place dans le cadre d'un programme Massif Central Réacteur. Et je voudrais remercier, parce qu'ils sont dans la salle, le réalisateur du film Didier, qui est aux commandes. Didier et Jean-Marc, qui n'est pas là ce soir, mais auquel on pense beaucoup. On voudrait remercier tous les figurants parce que ce sont des gens du territoire qui occupent leur rôle. Il n'y a personne qui fait autre chose que ce qu'il sait faire et ce qu'il fait sur ce territoire. On voudrait remercier aussi celui qui nous a permis de faire, parce que même la musique est faite sur le territoire. On voudrait remercier Mathias qui est là aussi. Le studio de Mathias est à la Chaumette. Donc voilà, on vous laisse finir sur cette note. Je pense qu'il y a des endroits que vous reconnaîtrez. Il n'y a peut-être pas tous les endroits, mais c'est des vrais coups de cœur. Alors juste avant qu'on attaque, d'abord, bonne et heureuse année à vous tous, à vos familles, vos proches. Je vous souhaite vraiment le meilleur. Prenez du temps à avoir des loisirs et des plaisirs. N'oubliez pas que c'est important pour nos équilibres. Et puis, écoutez, vive les rives du Haut-Allier. Et merci beaucoup d'avoir participé à ces vœux. On se retrouve tout de suite après le film pour le verre de l'amitié. Et vous pourrez profiter de nos parlementaires qui sont là parce qu'ils savent dire non, mais ils savent aussi souvent dire oui. Merci beaucoup, mes amis. Et vous êtes très souvent là. Bravo à tous. Je profite de l'interlude pour dire à tous les maires qui sont présents, merci d'abord d'avoir été là, mais de leur dire aussi que c'est un film et on a une grosse base de données avec beaucoup d'images
Et donc, pour toutes les communes, il y a peut-être des images qui peuvent les intéresser. Ce film est à eux, ainsi que la bande de données qui est avec. Alors, tout à l'heure, ça a marché. Qui n'a pas connu ça? Et vous savez pourquoi on fait des ateliers numériques maintenant? Numérique, c'est très bien. Les films, c'est très bien. Les ordinateurs, c'est très bien, mais ça nécessite toujours un peu de service. Alors, c'est généralement pour celui qui est responsable de la projection, vous savez, d'un seul coup, il a une sueur qui monte dans le bas du dos et qui atteint le milieu des épaules. Et d'un seul coup, la transpiration arrive au-dessus des sourcils. Extrêmement de comment il va s'en sortir véritablement, comment il va pouvoir faire attendre autant de monde. Mais nous sommes patients. Voilà. On va y arriver. Merci de votre patience à tous. Alors, je ne sais pas si vous, ça vous fait pareil, mais il y a des moments où on a l'impression que c'est déjà un truc qu'on a déjà vécu. Vous savez? Ben ça, je l'ai déjà vécu, non? Ça, c'est... Ou alors, c'était par prémonition. On a tellement pensé qu'on l'avait vécu que c'est arrivé. Et voilà. Si ça marche, on va vous applaudir. C'est parti. Allez. Un nouveau jour se lève, mais il prend du temps. Il prend son temps. Vous avez reconnu les deux endroits? Ouais. On a reconnu la bête. Ça me permet de vous dire que tout à l'heure, je crois qu'on a aussi oublié Venteuil. Je vais citer Venteuil, je remémorer les choses. On avait oublié Mercœur. Et je crois qu'on avait aussi oublié Mazra-Rouze. Et Sainte-Marguerite. Et là, je crois qu'on est bon. On a oublié personne. Ah là, si on décoche, ça va. Ah, yes.
Merci à tous. Rendez-vous maintenant pour le verre de l'amitié. Et vous pourrez partager avec chacun. À tout de suite. C'est bien.